De 1960 à 1996, un conflit armé déchire le Guatemala. Il fera de nombreux disparus et parmi eux des milliers d'enfants victimes de trafic à l'adoption. Vous en faites partie de ces victimes de trafic à l'adoption. Colline Fanon, vous êtes fondatrice de l'association Racines perdues. Vous avez sorti ce livre Maman, je ne suis pas morte chez Ken Éditions qui raconte votre histoire. Merci Colline Fanon d'être avec nous donc, dans ce grand angle. Merci également à Ravière d'être également en direct dans 64 minutes. Vous aussi, vous êtes l'une de ces victimes de trafic à l'adoption. Et puis en plateau, avec nous, William Julier, avocat du REF, le collectif pour la reconnaissance des adoptions illicites en France. Beaucoup de questions à poser à tous les trois, mais je me tourne déjà vers vous, Colline Fanon. L'histoire dit que votre mère biologique, trop pauvre, vous a abandonné. Finalement, on est bien loin de la vérité, puisqu'à 31 ans, vous entamez des démarches pour la retrouver. Et là, vous découvrez l'indicible. Vous avez été victime d'un lucratif trafic d'enfants. Que savez-vous de ce qui s'est réellement passé de votre histoire ? Dans un premier temps, c'est en partant à la recherche de mes origines de manière un petit peu indépendante et très solitaire, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose qui était mis en place pour cette période. Je découvre ma mère biologique qui me raconte mon histoire. Ma maman qui, elle, avait perdu un enfant qui avait été kidnappé. Finalement, l'histoire, c'est que j'ai été kidnappée à la naissance. J'ai été déclarée morte au Guatemala et vendue sous le couvert d'une adoption internationale. Ravière, de votre côté, est-ce que vous avez vécu la même chose ? Quelle est votre histoire à vous ? Bonsoir. Alors oui, effectivement, c'est toujours au moment de la recherche des origines que l'on découvre un peu la vérité. Et donc moi, là, je suis né en 1977 et donc j'ai été adopté en 1981. Et donc je suis arrivé en France via une association qu'on appelle les OAA. Donc c'est les Amis des Enfants du Monde. Et ce que j'ai appris, c'est que on avait trompé ma mère en lui proposant de nous soigner, mon frère et moi, et de nous emmener aux États-Unis pour justement avoir des soins beaucoup plus poussés. Et étant analphabète, on lui a demandé quand même de signer des papiers qui leur a permis en fait de nous donner à l'adoption en France. Et donc c'est comme ça qu'on est arrivé directement d'un faux orphelinat à une adoption en France. William Julier, est-ce qu'on peut parler de système digne du crime organisé quand on écoute ces témoignages ? Écoutez, dans certains pays, oui, de façon claire. Il y a des réseaux qui ont sévi, qui sévissent encore, et qui, par différents procédés, enlèvent des enfants à leur famille, à leur mère, à leur père, à leurs frères et sœurs. Un procédé vient d'être évoqué, c'est celui d'avoir menti sur ce qu'on allait faire d'un enfant, en prétendant qu'on va l'envoyer, être soigné, faire des études, avoir une vie meilleure. Et puis, il y a eu d'autres techniques, peut-être encore plus violentes, des enlèvements purs et simples, d'enfants volés dans les maternités, des mères à qui on a dit que l'enfant était décédé. Et ensuite, il y a, le terme est terrible, mais le recel de ces enfants, c'est-à-dire ensuite le fait de proposer ces enfants via des réseaux et via des organisations qui, pour certaines, savaient, pour certaines ne savaient pas, pour certaines confirmaient les yeux. Et puis à l'autre bout de la chaîne, des juridictions, des juges dans notre pays, dans d'autres pays européens, qui ont validé des adoptions sur la base de documents qui peut-être auraient dû appeler des questions, éveiller l'attention. William Julier, je le disais, vous êtes l'avocat du collectif pour la reconnaissance des adoptions illicites en France. On va parler justement du volet judiciaire désormais. En France, une commission spéciale doit se tenir en juillet 2022 au sujet des adoptions illégales issues des trafics d'enfants. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce nouveau chapitre ? Vous souriez, ça avait l'air de vous... vous n'êtes pas très optimiste, j'ai l'impression. Si, je suis très optimiste. Je souris parce que cette commission va finir par se tenir, commission d'enquête parlementaire, interministérielle. Et je souris parce que ça a été de très gros efforts pour arriver là. Ça ne s'est pas fait tout seul. Il y a d'autres pays en Europe où des efforts importants ont été faits, au Danemark, aux Pays-Bas, en Suisse. Donc il y a un certain nombre de pays qui font un effort déjà historique pour comprendre ce qui s'est passé, parfois à des périodes très éloignées. Il y a 20 ans, il y a 30 ans, mais aussi aujourd'hui. Et la France, enfin, se saisit via l'Assemblée nationale, via cette commission, de ce sujet grave.
Et on attend beaucoup de choses. On attend qu'on fasse la lumière sur un certain nombre de pratiques du passé, mais on attend aussi peut-être qu'on avance sur des questions de droit. Vous évoquiez ce qu'on doit faire, ce qu'on va devoir changer. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles il va falloir se positionner juridiquement. Le garde des Sceaux a été saisi d'un courrier justement de cette association de Raif. Il n'y a pas donné suite. On ne désespère pas peut-être qu'ils nous reçoivent maintenant que le sujet commence à prendre de l'ampleur. Absolument. Et il y a, on en parlera sans doute tout à l'heure, mais il y a des questions compliquées de droit qu'il faut trancher, des questions de prescription, des questions d'infraction, des questions de cadre légal, des questions d'accès aux origines, de faciliter cet accès-là, des questions d'avoir accès aux tests ADN dans des cas qui ne sont pas seulement ceux prévus par le Code civil. Il y a beaucoup de choses à voir. Et justement, on va revenir là-dessus dans quelques instants, mais je voulais avoir l'avis de Colline Fanon. Vous, en Belgique, où vous habitez, est-ce que les choses semblent avancer davantage qu'en France, selon vous ? Alors, les choses se passent en deux temps. Donc, comme Maître l'a souligné, il y a tout l'aspect juridique, mais il y a aussi l'aspect action politique. Donc, au niveau politique, il y a une proposition de résolution concernant l'émergence des adoptions illégales qui est survenue en juin, présentée par le député fédéral. Suite à quoi il y a une prise en considération qui a été faite par la présidente de la Chambre des représentants et le texte va être présenté à la Chambre des parlementaires ici au mois de janvier. Donc, ça, au niveau politique, il y a vraiment un souhait en tout cas qui a été émis. Et au niveau juridique, oui, la différence avec la France, c'est qu'on n'a pas ce problème de prescription légale en matière de droit universel, mais aussi en matière de procédure spéciale, à savoir une circulaire du parquet fédéral qui estime que si des Belges ont été victimes ou ont commis ou auraient commis des faits à l'étranger pour des cas bien spécifiques, dont l'enlèvement, c'est poursuivable. Et donc c'est dans ce cadre-là et sur base d'un faux document que la prescription n'est pas établie aujourd'hui. Ravière, je suppose que vous aussi, vous attendez davantage d'actions de la justice. Je crois que vous-même, vous avez porté plainte contre la France et contre le Guatemala. Si je me trompe, vous me corrigez. Qu'est-ce que vous attendez dans votre reconstruction personnelle de la justice à présent ? Moi, j'attends surtout qu'il y ait des actions qui soient concrètes, parce que c'est vrai que là, moi, au sein de l'association RAF, on avait justement demandé une enquête indépendante sur les adoptions illégales depuis le 11 février, et c'est que dernièrement qu'on a eu plus ou moins gain de cause, parce qu'on a justement, pour l'instant, aucune, rien n'est défini sur les pays ou sur la période que va porter cette enquête-là. Donc nous, ce qu'on demande, c'est justement que concrètement, ce qui a pu se passer pour moi ne puisse pas se reproduire pour les autres, parce que il y a une question à poser, c'est que par exemple, rien que pour ma période d'adoption, on a eu donc 25 adoptions via le Fonds Orphelinat et l'OA, qui est les Amis des enfants du monde, et seulement 2 visas qui ont été délivrés. Donc ça veut dire que ça, c'est pour une période donnée, pour quelque chose de très précis, mais on ne sait pas ce qui s'est passé pour les autres années. Et donc, on va se rendre compte, je pense, de l'ampleur des adoptions illégales en France. Et c'est ça que ce que nous souhaitons au niveau de l'association, c'est que, on puisse déterminer ce qui s'est réellement passé de 1960 à nos jours, parce que les OA qui ont fait ces adoptions dans les années 80, pour certaines, sont toujours en activité, font toujours des adoptions, et donc elles ne sont toujours pas contrôlées non plus au niveau de la France, donc on ne sait pas du tout ce qu'elles font, si les pratiques ont évolué, si les pratiques, malgré la Convention de La Haye, elles ont évolué ou ont permis justement de baisser fortement les adoptions illégales, ou si finalement c'est toujours la même histoire. William Gillet, c'est très intéressant ce qu'on vient d'entendre, c'est reconstruire aussi, se reconstruire soi-même, mais aussi aider les autres victimes. Vous me disiez que tout à l'heure, c'était compliqué puisque au niveau juridique, on n'a pas tous les outils. Absolument. Donc la première chose qu'on va demander, on va déposer une plainte d'ici peu entre les mains du parquet de Paris, pour reprendre également ce qui était dit sur la Belgique, où nous allons viser un certain nombre de qualifications, mais l'idée est de viser principalement la qualification d'enlèvement, ce qui n'a pas, je crois, été fait pour le moment par les avocats dans le cadre des autres dossiers sur le Tchad, sur le Mali. Il y a un certain nombre de plaintes en France qui ont été classées sans suite, mais nous allons, nous, promouvoir l'idée que l'enlèvement est une infraction qu'on dit continue et pas instantanée,
des raisons qu'on expliquera en détail en procédure. Et je pense que c'est Pourquoi c'était classé sans suite d'ailleurs, je rebondis sur... Pour différents motifs, mais un des motifs principaux était celui de la prescription, notamment sur l'infraction d'escroquerie. Je ne partage pas tout à fait le point de vue du parquet ou du juge d'instruction sur cette question-là, mais on va prendre, je crois, le dossier par un autre angle, qui est celui de l'infraction d'enlèvement, qui, je crois, correspond très très bien à ce qui s'est passé, en tout cas dans les dossiers dont je suis saisi. Et cette infraction a la particularité, selon moi, de pouvoir être considérée comme une infraction continue, et sans rentrer dans les détails juridiques, la conséquence c'est que le délai de la prescription, selon moi, doit être reculé au moment où la personne a pris connaissance de ce qu'elle avait été enlevée, et donc finalement cachée à son identité réelle. Donc je pense que là, il y a un nouveau débat juridique qu'on va ouvrir avec le parquet de Paris, et on verra ce que ça donne, mais moi j'ai bon espoir qu'on puisse avancer, peut-être sur la base de cette nouvelle qualification-là. Et juste un mot pour faire la jonction avec ce qu'on disait tout à l'heure sur la commission d'enquête parlementaire. Ça va être intéressant de coupler les deux, parce que la commission d'enquête parlementaire va mettre peut-être à jour un certain nombre d'éléments. Elle a des pouvoirs d'investigation, mais elle a également le pouvoir de saisir la justice pénale dans un deuxième temps. Donc on va essayer d'articuler les deux. Colline Fanon, j'avais une question, vous qui êtes retourné au Guatemala depuis. Comment est-ce que c'est vu au Guatemala, toutes ces affaires qui ressurgissent? Et je voulais également savoir si vous ou vos proches avez subi des pressions après les révélations de ces dossiers. Dans un premier temps, je pense que c'est une thématique qui n'est pas très très connue au Guatemala. Donc au fur et à mesure que les années passent, on reçoit de plus en plus de messages de mères qui recherchent leurs enfants. On est assez limité aussi en termes de recherche ADN, surtout pour la France, parce que la législation française, le Code civil ne nous permet pas, comme en Belgique, de pouvoir procéder à des comparaisons ADN dans un certain cadre. Et dans un second temps, oui, c'est évidemment, les enfants devenus adultes reviennent de plus en plus au pays, se retrouvent confrontés de plus en plus à des dossiers falsifiés, à des histoires inventées. Moi, personnellement, oui, j'ai subi des pressions en Belgique, mais ma famille en a subi au Guatemala également. Et au niveau des pressions que vous avez subies, donc, de quel type elles étaient? Donc, ça a été de simples menaces par téléphone, jusqu'au Guatemala, des grenades déposées chez ma grande sœur, une fusillade et puis des faits qualifiés d'escroquerie ou tentative d'escroquerie alors qu'il y a des morts. Donc on parle plus apparemment d'assassinat avec des armes de guerre, des armes d'épaule, des gilets pare-balles. Et les faits ne sont pas qualifiés comme ils auraient dû être qualifiés. Merci beaucoup, Colline Fanon. En tout cas, je rappelle le nom de votre livre, Maman, je ne suis pas morte, chez Ken Édition. Vous racontez toute votre histoire. C'est un livre passionnant. Et puis, je rappelle que vous êtes la fondatrice de l'association Racines Perdues qui fait beaucoup d'actions dans ces dossiers. Merci également à vous, Ravière, pour votre témoignage. Merci également à vous, William Julier, d'être venu nous éclairer davantage sur ce dossier que l'on suit depuis désormais plusieurs mois sur l'antenne de TV5 Monde. Merci à tous les trois pour ce grand angle.